Salut! Daniel Alcette aimait beaucoup ses enfants. Il essayait d'être le meilleur père possible pour eux, mais malheureusement l'une de ses filles va lui rendre de la pire des manières. Sans plus attendre, je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Daniel Alcette commence maintenant. Daniel Alcette est né le 28 janvier 1976. Il grandit heureux dans une grande famille. Ses parents, Christine et Wendell, ont 5 enfants. Il a 3 frères et une sœur. Daniel a toujours eu une âme d'artiste. Très créatif, il a un véritable talent pour la musique. Il joue de la batterie et du piano. Après avoir obtenu son bac avec la spécialité en musique, il s'inscrit à l'université où il décroche une maîtrise en commerce. C'est là qu'il rencontre Elisabeth. C'est le coup de foudre, les deux jeunes gens se trouvent de nombreux points communs. Comme lui, Elisabeth est originaire de l'Oregon et a grandi dans une belle famille de 5 enfants. Après un début d'histoire passionnée, le couple se marie le 16 mars 2001. Ensemble, très rapidement, ils auront 3 enfants en 4 ans. D'abord, une petite fille, Anna, puis un petit garçon, Jordan, et enfin, c'est la petite Sierra qui vient rejoindre la famille en décembre 2005. Un an plus tard, Daniel obtient une proposition professionnelle, mais pour cela, la famille doit déménager dans le Nevada. Ils partent donc tous les 5 s'installer dans la ville de Las Vegas, où Daniel travaille en tant que consultant informatique. Elisabeth est une jeune femme ambitieuse. Après son arrivée à Las Vegas, elle se lance en politique, engagée chez les Républicains. Elle se présente aux élections pour devenir sénatrice de l'État. La jeune mère de famille mène une campagne fondée sur des valeurs telles que la famille, la moralité, la santé, et en 2010, à l'âge de 27 ans, elle devient la plus jeune femme élue au Sénat. Son engagement politique n'est pas sans conséquences sur sa famille. Cela lui demande beaucoup de temps et d'investissement, mais elle peut compter sur son mari, Daniel, qui prend le relais avec les enfants pendant ce temps-là. Il soutient sa femme et est très fier de sa réussite politique. Malheureusement, plus le temps passe, le couple s'éloigne l'un de l'autre. Après 10 ans de vie commune, les choses ne vont pas très bien entre Daniel et sa femme. Il commence à trouver qu'elle passe beaucoup de temps avec l'un de ses collaborateurs. Ils s'envoient de nombreux messages, s'appellent souvent, très souvent et trop souvent. Daniel soupçonne sa femme de le tromper. Un jour, il prend l'initiative de contacter ce collaborateur à qui il demande de garder ses distances avec son épouse, mais peine perdue. Quelques semaines plus tard, alors qu'Elisabeth est en déplacement professionnel, Daniel va se rendre compte que ce collaborateur qui s'appelle Tiger est aussi du voyage. Fou de rage, il est sûr qu'elle le trompe et décide de la confronter à son retour. Il l'accuse d'être infidèle, lui demande des explications et assez rapidement, le temps monte dans le couple. Après la dispute, Daniel est fou de rage, il quitte en furie la maison en enfermant Elisabeth qui n'a pas les clés à l'intérieur. Elle contacte aussitôt la police et accuse Daniel de l'avoir touché de façon inappropriée lors de la dispute et de l'avoir piégé dans la maison. Dans la foulée, Daniel est arrêté et accusé d'obscénité. Pour lui, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le lendemain de la mise en accusation, il demanda le divorce. Il sera coupable des chefs d'accusation retenus contre lui et sera condamné à 6 mois de probation et d'obligation de suivre des cours de gestion de colère. Mais les choses ne sont pas réglées. Le couple se livre désormais à une terrible bataille lors du divorce. Chacun voulant la garde des enfants, le paiement de la pension alimentaire est également au cœur des négociations. Elisabeth est une personnalité politique et son divorce ne passera pas inaperçu. Durant ces périodes, certains de ses détracteurs l'accusent de ne pas réussir à concilier sa vie de sénatrice et sa vie de mère de famille. Elle est accusée de rater de nombreuses réunions, de ne pas répondre au téléphone.
En février 2012, elle démissionna de son poste de sénatrice peu de temps après le divorce est enfin prononcé. Et c'est elle qui obtient la garde des 3 enfants. Daniel est ravagé après s'être occupé d'eux durant ces dernières années et n'arrive pas à obtenir leur garde. C'est une période extrêmement difficile pour lui, d'autant plus qu'il avait vu juste. Après son divorce, Elizabeth n'hésite plus à afficher son idylle avec Tiger. Pire encore, le couple vit désormais ensemble et peu de temps plus tard, elle lui annonce qu'elle part vivre avec lui et les enfants en Alaska. Après l'épisode du divorce, la démission de son poste de sénatrice et les attaques de ses distracteurs, elle pense qu'il est alors préférable de se reconstruire loin de tout cela. Pour Daniel, c'est le choc. L'Alaska se trouve à 5000 km de Las Vegas. Il sait qu'il ne pourra plus voir ses enfants aussi souvent. Peu de temps après son installation en Alaska, Elizabeth épousa Tiger. Daniel a le cœur brisé. Ses enfants lui manquent énormément et il essaie de les voir malgré la distance le plus souvent possible. En attendant, il décide de se concentrer sur son travail et en 2012, il rencontra une nouvelle femme nommée Bogdana. Cette relation fait beaucoup de bien à Daniel. Le couple décide de se marier, mais malheureusement, 7 ans plus tard, en 2019, ils vont divorcer. Cette fois-ci, le divorce se passa bien entre Daniel et Bogdana. Ils gardent de bons rapports. Ils gardent d'ailleurs un compte en commun sur lequel se trouve un peu d'argent et certainement pour couvrir des frais en commun. Vous verrez que ce détail aura son importance plus tard. Durant ce temps, les enfants de Daniel grandissent en Alaska. Elizabeth, qui durant cette période-là travaillait en tant qu'agent immobilier avec son nouveau chéri, décide de revenir s'installer dans le Nevada. Cette nouvelle est un véritable bonheur pour Daniel. Il est aux anges. Il va enfin pouvoir passer plus de temps avec ses enfants qui sont à présent tous les 3 adolescents. En 2018, Elizabeth se présente une nouvelle fois aux élections pour devenir sénatrice, mais malheureusement pour elle, elle n'est pas élue. En juin 2020, sa plus jeune fille a 15 ans. Elle rencontre un jeune homme plus âgé qu'elle, un certain Aaron Guerrero, qui lui a 18 ans. C'est un véritable coup de foudre, c'est son premier petit ami et l'adolescente tombe follement amoureuse d'Aaron. Et c'est un amour réciproque. C'est une belle histoire passionnée que vit la jeune fille. Elle ne voit plus que lui. Il n'y a plus rien d'autre qui compte pour elle. La seule chose qu'elle veut, c'est passer plus de temps possible avec son amoureux. Parallèlement, les relations avec ses parents se tendent. En pleine crise d'adolescence et folle amoureuse, Sierra devient très distante avec son père qui s'inquiète de la situation. Il avait toujours été proche de sa fille et maintenant qu'elle vit de nouveau près de lui, il est déçu par la distance que met Sierra entre eux. Elle, qui était une petite fille joyeuse, est désormais toujours de mauvaise humeur. En famille, elle se renferme sur elle-même et refuse de faire quelconque activité avec son père. La seule chose qui semble l'intéresser, c'est sa relation avec son petit ami. Daniel tente bien que de mal de garder le lien avec sa fille. Il pose de nombreux messages sur les réseaux sociaux dans lesquels il dit qu'il aime sa fille, combien il est fier d'elle, de la jeune fille qu'elle est devenue. Cependant, les tensions avec Daniel ne sont pas les seules. Sierra est aussi en conflit avec sa mère à tel point qu'elle annonce à Daniel vouloir dorénavant vivre avec lui. Alors que son papa devait de plus cool, notamment sur les sorties, j'imagine que chez lui c'était plus facile pour elle de voir son petit ami. Le problème, c'est que sa mère, qui a la garde, n'est pas d'accord avec le fait de laisser partir Sierra vivre chez son père. C'est ainsi que Daniel engage alors une nouvelle bataille judiciaire afin d'obtenir la garde de sa petite dernière. Seulement, étant donné que Sierra est chez lui illégalement, la juge qui ordonne de la remettre à sa mère, elle doit retourner vivre avec elle. Et la jeune fille n'est pas d'accord. Sitôt de retour chez sa mère, elle fugue pour retourner vivre chez son père. C'est une situation délicate pour Daniel qui accepte de garder sa fille chez lui contre l'avis du juge. En décembre 2020, Daniel apprend par hasard que sa fille et Aaron
planifient de voler leurs parents pour ensuite s'enfuir tous les deux en direction de Los Angeles. Sous le choc, Daniel n'hésite pas un seul instant, même s'ils sont en mauvais termes, il contacte Elizabeth pour l'informer ce qu'il vient de découvrir. Tous les deux se rendent donc chez les parents d'Aaron pour les mettre au courant des plans du couple. Sarah ne voit pas du tout d'un bon œil cette relation qui semble très intense. Sarah est encore mineure, elle n'a que 15 ans. Ils se mettent d'accord pour imposer à leur enfant de prendre distance. Alors vous imaginez bien que lorsqu'ils annoncent au couple qu'ils ne veulent plus qu'ils se voient et qu'ils veulent qu'ils passent plus de temps chacun de leur côté, ils ne vont pas du tout bien prendre la nouvelle. Pour Sarah, c'est une trahison que vient de lui faire son père. Concernant sa mère, elle connaissait déjà son point de vue, mais elle ne s'attendait pas que son père également s'oppose à leur relation. Aaron, de son côté, est également très en colère contre ses parents et ceux de sa petite amie. Tous les deux ont beaucoup de rancœur envers ceux qui les empêchent de vivre leur histoire d'amour. Les semaines suivantes, les relations vont très être tendues. Aaron se dispute quotidiennement avec ses parents, il a littéralement de la haine contre eux et contre ceux de Sarah. La jeune fille, elle aussi, est révoltée contre la décision de ses parents, mais les deux jeunes gens n'ont pas du tout l'intention de suivre leurs consignes. Ils continuent à se retrouver dès qu'ils le peuvent dans le dos de leurs parents. Pour ses 16 ans, Sarah est triste. Aaron lui fait une belle déclaration sur les réseaux sociaux, mais il n'est pas le seul. Son père fait de même. Il pense que sa fille ne voit plus Aaron et il est très touché de la distance qui ne cesse de s'installer entre eux. Il essaie de lui montrer à quel point il l'aime, à quel point elle compte pour lui, combien il est fier d'elle à travers ses posts sur les réseaux. Quelques mois plus tard, le 8 avril 2021, Bogdana, l'ex-deuxième femme de Daniel, reçoit une alerte de sa banque. D'importants retraits de paiement ont été effectués sur le compte en commun qu'elle partage encore avec son ex-mari. Alors, elle trouve cela immédiatement suspect car Daniel ne touche jamais à ce compte sans l'informer au préalable. De plus, la somme est tout de même assez importante, 1300 $. Elle décide donc d'envoyer un message à son ex-mari pour savoir ce qui se passe. Peut-être que leur compte a été piraté, mais Daniel ne répond pas après plusieurs messages. Bogdana décide de contacter Christine, la mère de Daniel. Elle sait que tous les deux sont très proches et ils s'appellent quotidiennement. Après cet appel, Christine tente de joindre son fils, mais il ne répond toujours pas. Elle lui envoie plusieurs messages, mais rien. Elle commence à s'inquiéter et tente d'appeler Sarah, qui ne décrocha pas non plus. Elle lui envoie un message en lui disant qu'elle cherche à joindre son père. Et par la suite, sa petite fille, Sarah, va l'informer par message que le téléphone portable de son père est cassé et qu'il va l'amener réparer. En attendant, elle dit à sa grand-mère qu'elle passera le message à son père qui la recontacte. Christine est alors rassurée de savoir que son fils et sa petite fille se portent bien. La nuit passe et le lendemain matin, Christine n'a toujours aucune nouvelle de son fils. Elle trouve cela plutôt curieux car il est rare que Daniel ne soit pas joignable. Peut-être que Sarah a oublié de lui passer le message. Elle décide donc, sachant que son téléphone est cassé, de rappeler Sarah pour enfin avoir son fils. Et lorsque l'adolescente répond, elle lui dira que Daniel est sous la douche et qu'elle lui rappellera plus tard. Christine sent alors qu'il se passe quelque chose de grave. Les minutes s'écoulent et son fils ne la rappelle toujours pas. Au bout d'un moment, elle contacte sa petite fille de nouveau sur son téléphone, mais cette fois-ci, elle ne répond pas. Christine, très inquiète, alors va contacter la propriétaire de Daniel, qui est une amie à lui et qu'elle connaît aussi très bien. Elle lui dira que depuis 2 jours, elle essaie de joindre Daniel, mais il ne répond pas. De plus, Sarah a une attitude bizarre. Elle lui demande de passer à la maison pour voir ce qui se passe. Elle a un mauvais pressentiment. La propriétaire, comprenant l'inquiétude de Christine, lui promet de passer voir ce qui se passe. Elle n'est pas à côté et elle ne pourra y aller que plus tard. Christine la remercie, mais plus le temps passe, elle panique
Et si il était arrivé quelque chose de grave et s'il avait besoin d'assistance, était-il vraiment prudent d'attendre jusqu'au soir le passage de la propriétaire? Elle va alors décider de contacter le 911 pour leur demander d'aller faire un tour au domicile de son fils. La propriétaire, alors plus tard dans la soirée, va décider d'aller chez lui accompagnée d'un ami. Et une fois chez lui, ils vont constater tout de suite que sa voiture n'est pas garée devant la maison. Il frappe à la porte d'entrée, mais personne ne répond. Constatant surpris que la porte n'est pas verrouillée, il décide d'entrer, mais il n'était pas préparé à ce qu'il allait découvrir. Dès qu'il franchit la porte d'entrée, ils vont tout de suite être frappés par une odeur de brûlé, comme s'il y avait eu un incendie récemment. En entrant dans le salon, ils vont remarquer une grosse tache noire de brûlé sur le sol. Inquiets, ils se dirigent ensuite dans le garage où ils perçoivent une forte odeur d'essence. En balayant la pièce du regard, ils constatent qu'un sac de couchage se trouve sur le sol. Ils regardent un peu plus près et c'est avec effroi qu'ils se rendent compte que c'est le corps de Daniel qui se trouve à l'intérieur. Totalement paniqués, les deux amis se mettent à courir hors de la maison. Ils contactent alors le 911. Encore sous le choc, lorsque la police arriva, ils constatent effectivement que le corps brûlé était celui de Daniel. Et en fouillant la maison, ils vont trouver une tronçonneuse sur le sol du salon, une scie manuelle dans la cuisine. Cette dernière est couverte de sang et de tissus humains. 2 couteaux sont également retrouvés dans le l'évier. Une bouteille de liquide inflammable et un briquet sont également découverts. L'autopsie va révéler que Daniel a été poignardé 70 fois, dont 42 fois dans le dos. L'un des coups a sectionné sa carotide, ce qui lui a été fatal. Ses poumons ont également été perforés et de nombreuses mutilations dues à la scie sont présentes sur son corps. Enfin, le corps du pauvre Daniel a été arrosé d'essence et incendié. 40% de son corps a été brûlé. Après cette terrible découverte, la première question que se posent les enquêteurs est « Où est Sierra ?» La jeune fille était joignable et décide donc de contacter les parents d'Aaron pour en savoir plus. Ces derniers les apprennent que depuis 2 jours, Aaron s'est enfui de chez eux. Ils n'ont aucune nouvelle et ils vont regarder les caméras de vidéo de surveillance se trouvant aux alentours. Sierra et Aaron ont été filmés retirant de l'argent dans plusieurs distributeurs de Las Vegas avec la carte du compte en commun que Daniel avait gardé avec Bogdana. Après cela, ils sont aperçus dans un supermarché achetant différents articles tels qu'une bouteille de javel et des gants jetables. Pour finir, ils se rendent dans un magasin de bricolage pour y acheter une tronçonneuse, une scie et du liquide inflammable, toujours avec la carte de Daniel. Les policiers constatent ensuite que quelques heures avant la découverte du corps de Daniel, la voiture de celui-ci fut filmée quittant le quartier. Ils ont alors la conviction que le couple n'est pas étranger au meurtre du pauvre père de famille et les autorités émettent un mandat d'arrêt à leur encontre. 5 jours après cette terrible découverte, Sierra et Aaron sont repérés par les caméras de vidéosurveillance à 4000 km dans la ville de Salt City. Quelques heures plus tard, alors qu'ils sont tranquillement dans un train s'embrassant et se câlinant, les contrôleurs montrent pour vérifier leur titre de transport. Malheureusement pour eux, Aaron et Sierra n'ont pas de billets. Les contrôleurs prennent alors leur identité et lorsqu'ils rentrent leur nom dans le logiciel, ils vont se rendre compte qu'ils sont recherchés au Nevada pour meurtre. C'est ainsi que tous les deux sont arrêtés quelques jours après leurs arrestations. La voiture de Daniel est finalement retrouvée dans le coffre, se trouvant une couverture ensanglantée. Mais la découverte la plus choquante est une vidéo se trouvant dans le téléphone de Sierra. On y voit les deux amoureux allongés et avouer avoir tué quelqu'un. Sous le choc, la famille de Daniel, les frères et les sœurs ont déclaré publiquement qu'ils espéraient que tous les deux reçoivent la peine la plus sévère possible. Tous les deux ont été accusés de meurtre, de complot, de vol,
d'incendie criminel et d'utilisation frauduleuse de cartes. Contre toute attente, lors de la mise en accusation le 25 juin 2021, alors que toutes les preuves les désignaient, la vidéo, les achats, Sierra et Aaron ont plaidé non coupables. Aaron encourait la peine de mort et Sierra, bien qu'elle soit mineure, était accusée en tant qu'adulte, évitant la peine de mort et risquant la perpétuité. En mai 2022, tous les deux décident alors finalement de plaider coupables. Le 20 octobre 2022, Sierra et Aaron ont tous les deux été condamnés à la prison à perpétuité avec une sûreté de 22 ans. Lors de l'audience, le juge leur a laissé la possibilité de faire une dernière déclaration. Sierra a alors lu une lettre dans laquelle elle a accusé son père d'abus sexuel, d'harcèlement. Selon elle, il aurait poussé à boire de l'alcool. Elle a déclaré être traumatisée. Un traumatisme que je dois encore traverser tous les jours. Aaron, de son côté, a exprimé des remords. Il s'est excusé auprès de la famille du pauvre Daniel, déclarant qu'il ne méritait pas de mourir ainsi. Suite aux déclarations de sa petite fille, Christine se fit outrée. Selon elle, tout ceci n'est encore une fois que des mensonges. Daniel était un bon père, un père aimant qui ne souhaitait que le bonheur de ses enfants. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. On se retrouve dans une prochaine vidéo.